Et si c'était mieux avant, je vais vous parler du métier. Donc, ça va être un petit peu décalé par rapport à tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant. Donc, je suis évidemment ravi d'être là. Je suis très honoré d'être là, très honoré d'avoir été choisi pour vous parler de votre métier. Et vous vous demandez sûrement ce que je fais là. Moi aussi. Et à mon avis, une fois que j'aurai fini, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il est venu faire là? Puisqu'en fait, par rapport à tous les autres, je n'ai pas de vérité scientifique, je n'ai pas de grands diplômes, de plein de choses à vous raconter. Je vais juste vous raconter ma vie. Donc je suis content que vous soyez aussi nombreux à m'écouter. D'habitude, le soir, quand je rentre à la maison, je n'ai pas autant de public. Alors en fait, tout a commencé quand Laurent Benoudis, le président de l'Ordre, m'a envoyé un mot, un SMS, pour me dire on va faire la grande conférence sur c'était mieux avant, etc. Et donc, j'ai besoin de toi parce qu'il faut qu'on parle du métier, et donc il me faut quelqu'un qui a connu le passé assez lointain. J'ai pris ça évidemment comme un compliment ou quelque chose, peut-être il faisait référence au fait que j'avais une bonne mémoire ou autre. Alors, d'habitude on me parle de l'avenir, pour une fois je vais vous parler du passé. C'est étonnant de me demander de parler du passé, mais à la limite, c'est moins risqué, comme dirait effectivement le prédécesseur. C'est plus dangereux de parler de ce qu'on ne connaît pas qui a lieu demain, plutôt que de parler de ce qui s'est passé hier. Il y a moins de risques. Alors, je vais vous expliquer en fait tout simplement ce qui se passait dans la vie des cabinets il y a une trentaine d'années. Donc, il n'y a rien là encore, il n'y a pas de scientifique, il n'y a pas de démonstration, c'est juste la vraie vie qu'on a connue pour que, là encore, quand on nous dit c'était mieux avant le métier, c'était plus simple, c'était plus sympa, c'était moins stressant, c'était plus facile, on va voir un petit peu de quoi il s'agit exactement. Alors, en fait, je vais commencer par la vraie vie. C'est important de temps en temps de se rappeler de la vraie vie. Pour commencer, c'est vrai. Ah ouais, non mais moi c'est... Voilà, c'est pas le même style, hein, j'avais prévenu. Hein. Et donc, c'est sûr qu'il y a 30 ans, on avait ABBA. On avait les disques vinyles d'ABBA, et ça change tout aujourd'hui. Qui a un disque vinyle d'ABBA? Récemment, pourquoi je vous parle d'ABBA? Parce qu'en fait, récemment, j'étais en vacances avec mes enfants, et j'entends une musique à la radio que je trouvais sympa, que je ne connaissais pas. Donc j'appuie, je prends mon téléphone portable, j'appuie sur Shazam, il me dit ce que c'est le titre, je clique, je l'achète, un quart d'heure après, on est dans la voiture, on écoute la musique en question, dont je ne me rappelle ni du titre, ni de l'auteur, ni de quoi que ce soit, peu importe. Et je dis à mes enfants et à ma femme, je dis, c'est quand même génial, vous ne trouvez pas? Et alors mes gamins me regardent, ils me disent, ah ouais, c'est génial, t'appuies sur le... Enfin, il y a un petit côté à la fois admiratif et méprisant, enfin, plus méprisant. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je leur dis, mais attendez, arrêtez de considérer que c'est normal ce que je viens de faire. C'est un exploit, c'est extraordinaire. La preuve, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on avait des disques vinyles. Ce qui vient de se passer, comment ça serait passé il y a 30 ans? Eh bien, c'est facile, j'aurais entendu de la musique dans une radio ou que sais-je. Je serais allé chez un disquaire. Et donc, il fallait que le disquaire soit ouvert. Après, je lui aurais dit, je veux la musique dont je connais ni le nom, ni l'auteur, ni quoi que ce soit. Je lui ai dit, je veux le film, le disque en question. Et là, je lui aurais chanté le truc. Vous m'avez jamais entendu chanter. Et donc, avec un miracle supplémentaire, ils auraient reconnu la musique. Et ils m'auraient dit, j'ai le disque. Et donc, j'aurais pris le disque et je serais rentré chez moi. Et une fois rentré chez moi, eh bien, j'aurais écouté le disque. Sauf que j'étais le seul à vouloir écouter le disque. Et donc tous les autres, ils auraient quand même écouté le disque, parce qu'il y avait un tourne-disque au milieu de la pièce, et la musique, elle était pour tout le monde. Et ça prenait, et tout ça se passait bien. Aujourd'hui, c'est 15 secondes, et c'est normal que ça se passe comme ça. C'est ça la vraie vie. Et donc c'est ça le fait que notre vie a un peu changé grâce aux nouvelles techno, et que c'est un peu plus simple aujourd'hui que ça ne l'était hier. Le deuxième sujet dont je vais vous parler, c'est ma première recherche d'emploi. Alors à l'époque, pas de Google, pas d'Internet, pas de BBigger. Pas de BBigger, l'invention extraordinaire de l'ordre des experts comptables pour trouver un job ou des stagiaires. Et donc, moi, je connaissais personne dans la profession, mes parents n'étaient pas du tout, ils étaient commerçants, je ne connaissais pas du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon ami les pages jaunes. Alors, les pages jaunes, quand on est cherché expert comptable à Paris intramuros, c'est 18 pages, 3 colonnes avec juste leur nom. D'accord? Évidemment, il n'y avait pas de spécialité, enfin, il n'y en a toujours pas, mais à l'époque, il n'y avait pas marqué. Et les pages jaunes, ça veut dire que qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez le cabinet d'expertise comptable dans lequel vous allez bosser et peut-être passer quelques années de votre vie en fonction des noms. Celui-là, 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 parce que vous ne connaissez rien d'eux. Et vous les appelez. Donc vous prenez un téléphone, chaque numéro que vous appelez, ça vous coûte 50 centimes de francs. Donc les parents, à la fin de la semaine, ils vous font une tête comme une pastèque. Et vous appelez et vous vous entendez dire qu'ils prennent des stagiaires, mais n'importe comment, il faut écrire. Donc vous passez après un mois à écrire à la main à tous les cabinets que vous avez appelés, puisque n'importe comment, il n'y a pas de photocopieuse, il n'y a pas de machine à taper, il n'y a pas tout ça.
hein. C'est ça la vraie vie. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez passer un temps incroyable à essayer de trouver un job. Aujourd'hui, vous allez sur Google, sur Internet, sur Bibigger, sur que sais-je, quel site, et quand vous êtes stagiaire et quand vous êtes recruteur, vous trouvez un emploi, ou en tout cas, vous trouvez des interlocuteurs potentiellement intéressés dans des délais extrêmement courts. C'est ça, par exemple, dans la vie courante, ce qu'aujourd'hui on vit et qu'on ne vivait pas à l'époque. Deuxième sujet, le métier. Pour commencer, rappelons-nous qu'à l'époque, quand j'ai commencé, c'était en 88, mon premier emploi c'est 88, tout était fait à la main. C'est-à-dire qu'on avait des cahiers sur lesquels on écrivait des écritures à la main, on écrivait le débit, le numéro de compte, la libellé, le débit, le crédit, etc. Et toutes les semaines, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois ou tous les ans, on envoyait l'ensemble des feuilles concernant le client à un prestataire extérieur qui s'appelait CCMC à l'époque, qui était un ancêtre de Cégide, puisqu'ils ont tous été rachetés les uns les autres, et qui en fait faisait la saisie pour vous. Alors évidemment, vous récupériez les grands livres, les journaux, les balances 3, 4, 5, 6 jours, 8 jours après, et évidemment, il y avait plein de fautes. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On pointait. On reprenait tout ce qu'on avait fait à la main et on comparait par rapport à tout ce qui avait été saisi, parce qu'évidemment, il y avait des erreurs et c'était bien normal. Et donc on passait, on pointait, on repointait. Quand on allait en clientèle, on avait nos cahiers, on avait le cahier par client. Et on écrivait à la main et on envoyait chez CCMC, on envoyait chez tout ça. Mais donc tout était fait à la main. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordinateur dans les bureaux. D'accord? Donc concrètement, vous aviez toutes les déclarations de TVA, vous les faisiez à la main. Les déclarations de taxes professionnelles, les déclarations de charges sociales, tout ça était fait à la main. Et on passait des heures et des heures à vérifier les additions, puisqu'il n'y avait pas de calcul pour le faire. Donc on faisait les calculs des bancs de machines, j'en reparlerai, mais l'essentiel se faisait à la main. Quand on avait un rapprochement bancaire, par exemple, qu'est-ce qu'on faisait? On avait la compta qui avait été saisie, qui avait été récupérée de la part du prestataire, et on récupérait le relevé bancaire. Mais quand vous aviez un relevé bancaire qui prenait, comme des pharmaciens, j'ai jamais fait de pharmacien, j'ai dit que j'avais un problème avec les pharmaciens, tout ça, le problème que j'ai, c'est qu'ils ont un rapprochement bancaire qui fait 15 pages. Donc ça, pour moi, c'est définitif, il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas de pharmacien. Et en fait, il fallait pointer ligne à ligne. C'est-à-dire que vous preniez le montant dans le journal et vous preniez le montant dans le relevé bancaire. Et vous tickiez. C'est là que ça devient les tics. Aujourd'hui, les jeunes, ils disent « je tic », mais il n'y a pas de tic puisqu'il n'y a plus de papier. Donc ils ne connaissent rien. Les vrais tics, moi j'en ai fait pendant des années. Je suis un expert du tic. Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen. Et quand à la fin vous aviez des tics partout, ça tombait jamais juste. Et donc, qu'est-ce que vous faisiez? Vous recommenciez. Et donc voilà. Les rapprochements bancaires, ça pouvait vous prendre 4 ou 5 heures. Et au bout de 4 ou 5 heures, 6 heures, 8 heures, vous n'en pouviez plus. Et donc, qu'est-ce que vous faisiez? On disait à l'époque, pour me changer les idées, je vais faire des écritures à la main. Voilà. Donc, c'était ça les loisirs à l'époque, on se changeait les idées en passant des écritures à la main, et donc voilà. Évidemment, quand il y avait une erreur dans le document qui avait été tapé par la société, vous n'aviez pas « j'efface et je recommence ». Et c'est là que ça vient, les écritures sans blanc, ni rature, ni machin. Aujourd'hui, les blancs et ratures, ils ne mettent pas du Tipex pour mettre sur l'écran, alors que nous, on avait le Tipex, et on l'envoyait chez CCMC ou je ne sais pas quoi. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que quand il y avait une erreur, il fallait contrepasser l'écriture. Si on était doué, on passait directement l'écriture qui corrigeait la première écriture qui était fausse et qui corrigeait. Mais en fait, il fallait souvent faire une 3e fois parce qu'on s'était planté. Et du coup, il y avait une erreur qui n'était pas la même que la première fois. Et donc tout était à la main. Alors comme on avait quand même un peu d'organisation, on avait aussi des machines à calculer, parce que vous imaginez bien, des fois, il y avait 50, 60, 80 chiffres. Pour faire la TVA, par exemple, vous ne la faisiez pas à la main, sinon vous passiez un temps infini. Et donc, vous aviez des machines, ce qu'on appelle des bandes machines. Voilà. Alors, les bandes machines ont quelque chose d'extraordinaire. C'est exactement le même syndrome que la tartine avec la confiture. Tout de suite, vous ne voyez pas le lien, vous allez comprendre. Quand on avait 50 chiffres à additionner, 50 factures pour faire la TVA, vous preniez les factures du mois, vous additionniez le hors-taxe, le machin, le bidule, on faisait le total. Mais comme on était des comptables sérieux et avisés, qu'est-ce qu'on faisait? On refaisait le calcul dans l'autre sens. Et donc on partait de la dernière et on recommençait la bande machine, dans l'autre sens. Parce que si on le fait dans un sens et dans l'autre, c'est forcément juste. Mais en fait, c'est jamais juste. C'est comme la tartine qui tombe, je vous racontais, la confiture. Pourquoi? Personne n'en sait rien. Mais c'est comme ça tombe jamais juste. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le fait une 3e fois. Et puis après, vous essayez de remettre pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi tout ça. Et on passe un temps débile, de fou, à faire des déclarations de TVA. Et comme les TVA, on ne les avait pas saisies, puisqu'il fallait l'envoyer chez le traitement, machin, tout ça, vous l'aviez déjà une première fois à la main. Et après, une fois que vous l'aviez faite à la main, quand les papiers définitifs arrivaient et que vous la faisiez, évidemment, vous ne tombiez pas sur les mêmes chiffres. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à l'époque? Après, il y avait les liasses. Alors là, quand on entend les jeunes parler d'Elias, ils ont un petit
tu te vois ému, mais enfin, on ne dit pas ce qu'ils sont, parce qu'honnêtement, ils n'ont jamais vécu la vraie époque d'Elias. L'Elias, d'accord, elle faisait 8 ou 10 pages, elle n'en faisait pas 40 comme aujourd'hui. Mais une liasse, on la faisait à la main. On remplissait toutes les cases à la main, d'accord? Bon. Donc il fallait prendre la balance. Des fois, le logiciel préparait, mais au début, on les faisait à la main. Et donc, on écrivait dans les cases à la main. Les amortissements étaient évidemment 3 pages plus loin que l'immobilisation. Il fallait à chaque fois remettre la bonne case, le bon machin. Et puis, après, il fallait le donner au secrétariat. Alors là, c'était rock'n'roll, parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'imprimante qui allait imprimer les liasses. Et donc, on prenait une machine, enfin, pas moi, mais les secrétaires à l'époque, étaient hyper rapides, hyper pro, hyper carrés, et en fait, elles tapaient toute la liasse sur une machine IBM à boule. Ça fait un potin. Alors, une machine IBM à boule, c'est grand comme ça. Merde, mes feuilles. C'est grand comme ça. Et on tapait, enfin elle tapait, etc. Ça faisait un potin d'enfer. Et donc elle mettait 3 ou 4 feuilles de carbone, parce qu'évidemment il fallait garder l'original, il fallait en donner un client, il fallait envoyer à l'administration. Et donc il fallait au moins 3 exemplaires. Mais qu'est-ce qui se passait? Évidemment, il y avait des erreurs. Donc en fait, on leur donnait dans la journée les liasses. Elle travaillait souvent la nuit, en fait, pour les taper. Et le matin, on récupérait les liasses tapées, avec des trombones pour les carbones, etc., etc. Mais en fait, c'était extraordinaire, parce que le matin, il fallait recommencer, il fallait repointer la liasse, s'assurer que ce qui avait été tapé était dans la bonne case, était bon, était tout ça. Alors, je ne vous raconte pas, parce qu'il y avait forcément des erreurs. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? Et bien là, je vous rappelle qu'il y avait du carbone, et il n'y avait pas un retour en arrière pour effacer. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on mettait, enfin pas nous là encore, c'était les secrétaires, elles mettaient du Tipex sur les 3 exemplaires, ça mettait 20 minutes à sécher, donc évidemment en attendant on faisait autre chose. On remettait des carbones, et les carbones rentraient dans le Tipex, et en retapant avec l'IBM Aboom, ça faisait un trou dans la feuille. Et donc, on recommençait assez rapidement à faire une autre liasse. Alors, vous avez bien compris, il n'y a pas eu de prof de stratégie, je crois, ce soir, donc je vais faire 2 minutes de stratégie. Ce qui fait qu'une entreprise marche, c'est qu'elle valorise ses données rares et elle sait les exploiter. En période de bilan, c'était les secrétaires. Alors là, on était tous adorables, on apportait des cafés, est-ce que tu veux un petit croissant, etc. Pourquoi? Mais parce que c'était vital. Parce que c'est la secrétaire qui déterminait si vous alliez sortir vos bilans dans les délais. Et donc, il fallait être hyper pote avec la secrétaire entre le 15 janvier et le 30 avril. Parce que c'est de là qu'allait évidemment dépendre votre capacité à sortir vos liasses à vous dans les délais. Alors, une fois qu'elles avaient fait les liasses, elles étaient les divas pendant 3 mois. C'était quelque chose de super. Donc, on faisait les TVA à la main, comme je l'ai raconté. Et donc, on avait effectivement les liasses qui sortaient. Parce que les liasses, il fallait les sortir, mais ce n'étaient pas les dates d'aujourd'hui, où on reçoit sur Twitter, machin, tout ça. Bercy a refusé, c'est un mépris total de notre profession, de nous donner 15 jours de plus pour pouvoir sortir les liasses au mois de juillet de l'année dernière, enfin de l'année d'après. Et donc on est offusqué d'avoir moins de 6 mois pour faire des liasses qui datent d'il y a au moins 6 mois. À l'époque, les BNC, c'était le 28 février. Le 28 février. Et je vous rappelle, je ne vais pas vous répéter tout ce que je viens de vous dire, elles étaient faites à la main, retapées, relues, avec les erreurs, le Tipex qu'on refaisait, et elles s'étaient sorties le 28 février. Et donc c'était autre chose, la période fiscale, c'était autre chose qu'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On n'avait pas 6 mois pour faire des liasses en 10 minutes, et donc c'était des vraies périodes fiscales. On avait, voilà. Et qu'est-ce qui se passait? Le 28 février, on n'avait quasiment jamais fini. Enfin, on avait fini, mais dans les délais très très courts. Et là, c'est le seul jour de l'année où on voyait le patron bosser avec nous, parce qu'il avait tellement les pétoches d'avoir 10% sur les liasses qu'il venait que filer un coup de main. Le reste de l'année, on ne le voyait jamais. Bon. Mais ce jour-là, il prenait sa Mercedes et il allait à la poste du Louvre amener les liasses à minuit moins le quart. Il venait donc avec sa Mercedes, le coupé, vous savez, celui qui était blanc et qui avait la ceinture de sécurité qui... Et ce qu'il faisait, c'est qu'il déposait les liasses et il disait le lendemain matin, « C'est bon les filles, grâce à moi, les liasses sont déposées. » Et donc, je risque de déborder, hein, mais je suis interrompu sans arrêt, donc... Et donc voilà. Après, il y avait les payes. Les payes, c'était extraordinaire. Moi, j'ai jamais fait de paye parce que d'abord, il n'y avait que des additions à faire et ça tombait jamais juste, donc ça m'énervait. Et donc, je dealais avec les copains, les copines du bureau pour qu'on se répartisse les choses qu'on aimait bien. La paye, ça allait. C'était fait sur un ordinateur. C'était logiciel, c'était assez simple. Il y avait brut, sécu, chômage, net. Pas de ticket resto, pas de CSG, pas de machin. Voilà. Donc ça, c'était bien. Le problème, c'était les charges sociales. Rien n'était fait, évidemment, de manière automatique. Tout était fait à la main. Mais le mieux du mieux,
Autrement dit, le mois où il fallait calculer pour être sûr de tomber enceinte ce mois-là quand on faisait de la paye, c'était janvier. Pourquoi? Parce qu'en janvier, il fallait sortir les DADS. Et les DADS, c'est comment vous dire? C'est des papiers dans tous les sens, mais tout avec des colonnes partout et le tout à la main. C'était l'enfer, mais absolu, la DADS. Maintenant, ça chiale parce qu'il y a des DSN, machin, tout ça. Alors ensuite, l'informatique est arrivée. Alors là, on était libérés. Les technos, ça a changé notre vie, les technos. Les ordinateurs sont arrivés. Celui-là, c'est le premier que j'ai eu. Il était comme ça, avec un écran noir, c'était écrit en police 4 en vert, et c'était super. On en avait, mon cabinet était quand même ultra-moderne, on en avait 1 pour 4 dans le bureau. Et en fait, évidemment, sur le logiciel de comptabilité, il y avait le choix entre le seul qui existait et celui-là. L'idée, c'était que rien n'était automatique. C'est-à-dire qu'il fallait tout saisir, le débit, le libellé, il n'y avait pas de raccourci, le montant hors taxe, le machin, et voilà. Rien. Alors, en plus, il fallait respecter le plan de compte. Parce que si vous ne respectiez pas le plan de compte, ils s'en foutaient, en fait. Ils ne vous disaient pas, c'est pas un numéro de compte qui est dans ma fourchette. Et donc, ils sortaient les comptes. Alors, évidemment, vous n'aviez jamais le débit qui était égal au crédit, vous n'aviez jamais le compte de résultat qui avait le même résultat que dans le bilan, et donc, c'était rock'n'roll parce qu'il fallait retrouver les petits, de savoir pourquoi il vous manquait des montants. Et donc l'informatique nous a quand même sauvés parce que ça nous a permis de sortir nous-mêmes les bilans. On n'était plus otage du prestataire extérieur, on faisait tout nous-mêmes. Ça, c'était merveilleux. L'informatique, c'était extraordinaire parce qu'en fait, il fallait faire des sauvegardes. Mais il n'y avait pas le cloud, c'est-à-dire que c'était tout nous-mêmes. Quand il y avait un bug, c'est-à-dire chaque année et chaque semaine, qu'est-ce qui se passait? Il fallait mettre la nouvelle version du logiciel. Mais la nouvelle version du logiciel, elle arrivait par la poste. Et donc, vous aviez 8 personnes devant la porte d'entrée qui attendaient le facteur. Parce que tant qu'il n'était pas arrivé avec sa mise à jour, une fois qu'on avait la mise à jour, qu'est-ce qu'on faisait? Il fallait l'installer. Mais il fallait que tout le monde arrête de travailler en période de bilan, est-ce que je veux dire ou pas? Donc, on le faisait soit après 20 h, soit le samedi. On venait le samedi, recharger les nouvelles versions, etc. Et tous les soirs, il fallait faire la sauvegarde. Et donc tout ça, ça se faisait à la main. Tous les soirs, il y a quelqu'un, le lundi c'est toi, le mardi c'est toi, le mercredi c'est toi, et on faisait les sauvegardes. Parce que si quelqu'un loupait la sauvegarde, je ne vous raconte pas l'ambiance, hein. Lui, il valait mieux qu'il... Voilà. Donc les sauvegardes, on a causé les sauvegardes. Après, la communication avec les clients. Il n'y a pas que le business dans la vie, il y a la relation client. Alors, il n'y avait pas de téléphone portable, on avait les cabines téléphoniques. C'était un truc de ouf, ça. Il y avait des cabines dans la rue, et vous mettiez 1 euro, 1 franc, et vous pouviez téléphoner au client. Bon, il fallait avoir son numéro. Et comme vous n'aviez pas de téléphone portable avec le répertoire, il fallait avoir le calepin. Par ordre alphabétique, où vous cherchiez le nom du client. Et alors, moi, j'étais dans un cabinet assez chicos, pas un big, un petit, mais assez... Et donc, mon patron, il était fan de techno, il avait l'un des premiers téléphones portables, le Radiocom 2000. Je vois que j'aurais pu être remplacé par d'autres personnes, il y en a du monde qui a connu le Radiocom 2000. Et donc, c'était merveilleux le Radiocom 2000 parce qu'il le mettait dans sa bagnole, donc vous savez, la coupé Mercedes blanc avec la ceinture qui fait comme ça, il avait le téléphone portable dans sa voiture. En fait, ça servait absolument à rien, parce qu'il était le seul à l'avoir. Donc, et il nous demandait souvent, mais pourquoi vous ne m'appelez pas? Mais parce qu'on n'a rien à vous dire. Voilà. Et donc, il partait en province avec son coupé Mercedes et son Radiocom 2000. Mais le problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait 2 réseaux. Il y avait le réseau de la région parisienne et le réseau de la province. Et donc, il faisait 50 km. Il s'arrêtait sur une aire d'autoroute et il allait dans le coffre de la Mercedes coupée, etc. Il débranchait le réseau de Paris et il branchait le numéro de province. Moderne, le truc. Et le Radiocom 2000, il faisait 3 kilos, il était haut comme ça. Hein. C'est ce qu'on appelait un téléphone portable. Et donc, on n'entendait absolument rien. C'était un peu comme les gens d'hier avec les micros dans la salle. On avait l'impression qu'ils étaient sous l'eau, dans la mer, vous voyez, quand ils parlaient. Et comme il revenait de rendez-vous, souvent il était un peu énervé, l'assemblée générale s'est mal passée, tout ça. Donc il téléphonait juste pour gueuler, en fait. Et en fait, quand il téléphonait, c'était souvent sur moi, pourquoi je ne sais pas, mais enfin c'est comme ça. Et en fait, il dit « ouais, ça va pas du tout ». Et alors, il appelait juste pour se lâcher, quoi. Il était tout seul dans la voiture, il devait... Bon, les grosses têtes ne l'intéressaient pas, ça devait le... Voilà. Et donc il appelait, mais au bout d'un moment, c'était pénible. À chaque fois qu'il sortait, qu'il était énervé, il appelait. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je faisais ça. J'entends très très mal, vous êtes où, là? Vous êtes où? Je sens qu'on va être coupé, parce qu'en fait, ça marche de moins en moins bien. Et alors, évidemment, je raccrochais, parce que... Et quand il arrivait au bureau, il disait « T'as encore raccroché ?» Je dis « En fait, j'ai raccroché parce que j'entendais plus rien.
je pensais que vous aviez raccroché parce que ça ne marchait pas. Bon, maintenant, ça marche moins bien. Ça marche encore un peu quand on peut, mais ce n'est pas le truc qui marche bien. À l'époque, ça marchait assez bien. Alors, quand on voulait communiquer avec les clients, il fallait les joindre. Inutile de vous dire que c'était quand même rock'n'roll, parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable, je vous rappelle, ni pour nous, ni pour eux. Il y avait un téléphone dans chaque bureau. Donc ça veut dire que pour les joindre, il fallait les trouver à l'endroit où ils étaient, leur demander de nous rappeler, mais nous, entre-temps, on était partis en clientèle. Et donc, c'était pas simple. Il n'y avait pas de doodle, pas de possibilité de faire des Skype, tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas tout ce qui allait avec. Il n'y avait pas de mail, et donc on faisait un courrier. Alors le courrier, les associés, ils avaient un dictaphone. Cher monsieur, virgule à la ligne, machin, tout ça, 15 secondes, le courrier est fait. Mais nous, c'était papier-crayon, et on écrivait le courrier. On le donnait au secrétariat. Alors le secrétariat, il regardait si c'était un client important, si c'était un client de l'associé en fait. Et si c'était un client de l'associé, ça passait vite. Si c'était pas un client important, machin, il pouvait attendre. Et alors en période fiscale, je vous raconte pas, le client il avait son courrier 3 semaines après, puisque n'importe comment, la priorité, c'était les liasses. Mais tout ça, c'était notre quotidien, et c'était tout à fait normal. Après, il y a eu le Bebop. Le Bebop, vous n'avez peut-être pas connu, c'était merveilleux. C'était les premiers téléphones. Il était gros comme ça. J'ai oublié de vous apporter le mien, il était gros comme ça, c'était super. Le seul problème, c'est qu'il fallait coller au poteau télégraphique sur lequel il y avait l'antenne. Donc en fait, c'était vachement portable, mais vous n'étiez plus portable, puisque vous deviez rester au pied du poteau télégraphique. Donc c'était un peu compliqué, mais on s'y faisait. Après, il y a eu la révolution. Cosmos 99 entre dans les cabinets. Le fax. Vous vous souvenez le fax ou pas? Merveilleux. Les documents se téléportaient d'un endroit à l'autre. Ça, c'était moi, j'en suis toujours parmi. Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, en fait, il n'y avait pas de PDF, pas de mail, pas de tout ça. Hein. Donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait le client envoyait un fax, on le recevait, la copie du fax. La copie du document, c'était merveilleux, c'était une photocopieuse quasiment. Le seul problème, c'est qu'au début, personne n'avait de fax. Donc, en fait, c'était génial, mais comme on était les seuls à en avoir un, personne ne nous envoyait de fax et ne pouvait pas en envoyer. Mais sinon, après, peu à peu, ça s'est démocratisé. Et en fait, ce qui était génial au début, c'est que, alors la première semaine, j'attendais qu'ils soient tous partis du bureau, j'appelais un copain qui avait un fax aussi, et on vérifiait si c'était bien scientifique. Donc, je faisais un dessin sur un papier, je le lui faxais, il signait dessus, et il me le renvoyait. Et on regardait la feuille qui sortait, et on voyait notre dessin sortir. C'était extraordinaire, c'était magique. Après, ce qui s'est passé, c'est que, au début, les fax, c'était sur du papier thermique. Vous savez, le même papier que les cartes bleues. Mais il y a 30 ans. Hein. Et donc, le papier thermique a cette vertu qu'il s'efface au bout de quelques temps. Et donc, quand 3 mois après, vous faisiez le bilan, eh bien, vos fax, ils étaient vierges. Mais il y a encore mieux. C'est que, quand vous aviez un fax important sur des opérations de transmission, machin urgent, vous mettiez des coups de stabilo sur tous les chiffres importants. Et là, la vertu du stabilo sur le papier thermique, c'est qu'au lieu que ça mette 3 mois à s'effacer, ça met 3 jours. Et donc, quand une semaine après, l'associé faisait la révision du dossier, il n'y avait plus aucun chiffre dans le fax. Et alors là, ça... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, par mesure écologique, on photocopiait tous les fax qui arrivaient. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Après, il y a la vraie vie au bureau. La documentation. Les Lefebvre existaient déjà à l'époque. Mais ils faisaient 300 ou 400 pages. Et ils étaient écrits en police 12, vous voyez. Il y en avait 4 en tout et pour tout. Il n'y en avait pas 40 comme aujourd'hui. Mais évidemment, il n'y avait pas de moteur de recherche. Il n'y avait évidemment pas le BOFIP, le machin, le Navis, le truc. Tout était dans le Lefebvre comptable. Et la RF et tout ça. Enfin, ce qui existe aujourd'hui, mais format 100% papier. Donc, pas de moteur de recherche. Donc, quand le patron il vous disait « fais-moi une recherche là-dessus », c'était « table des matières ». Est-ce que quelqu'un a utilisé la table des matières du Lefebvre? Alors, vous allez chercher, il me demande, est-ce que telle boîte, elle rentre dans le périmètre de consolidation? Moi, je suis comptable, périmètre de consolidation, on va chercher à périmètre. Et là, périmètre, monsieur et madame Lefebvre, dans leur soirée de réflexion, ils ont dit, voir consolidation. Donc, tu vas à consolidation. Et là, il est marqué, voir compte consolidé. Et après, à compte consolidé, tu en as 40 pages de sommaire et il faut retrouver son petit dans l'intégralité du sommaire. Après, évidemment, une fois que tu as trouvé la bonne page, ça fait déjà 2 heures que tu cherches. Et là, il te dit voir la loi machin et le code bidule. Sauf qu'évidemment, la loi Légifrance n'existe pas et le code bidule, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas Légifrance. Donc, il faut avoir le code au bureau. Une fois sur 2, tu ne l'as pas. Et la deuxième fois, c'est-à-dire quand le bureau
D'abord, le bureau ne sait pas ce qu'il a acheté comme documentation, puisque évidemment, personne n'a fait la liste des bouquins qu'on a achetés. Et donc, il faut prier pour que, même que ceux qui priaient pour que l'eau tombe ou que les moustiques meurent, eh bien, on priait pour qu'on ait le code qui va bien. Mais sauf qu'il y a une différence entre avoir acheté le code et le trouver. Parce qu'en fait, le problème, évidemment, c'est que dès que quelqu'un prenait un document, s'il ne le remettait pas, plus personne ne l'avait. Et comme en général, c'était les associés, alors, une fois qu'on a eu ça, après, on avait le droit de fumer dans les bureaux. C'était extraordinaire. Alors, on avait le droit de fumer, et donc évidemment, les fumeurs fumaient. Bon. Alors, vous allez me dire, mais si vous n'étiez pas content, il n'y avait qu'à leur dire que vous ne fumiez pas. Oui, mais en fait, moi, c'était mon chef qui fumait. Donc, je ne lui ai pas dit. Moi, j'allais dehors, le temps qu'il fume, et puis voilà. Et en fait, maintenant, ça revient toujours au même. En fait, il y a toujours quelqu'un qui sort, sauf qu'aujourd'hui, c'est le mec qui fume qui sort, alors qu'avant, c'est celui qui fumait pas qui sortait, quoi. Mais sur le principe, c'est pareil. Et donc, pour finir, vous voyez bien que la vie qu'on vivait il y a 30 ans, qui était merveilleuse, elle était évidemment bien sympathique. Mais pourquoi? Parce que je commençais à bosser, j'avais 30 ans de moins, mécaniquement. Hein. Alors, le hasard fait aussi que j'avais 30 kilos de moins. Et puis, la vie était quand même beaucoup plus insouciante. Et en fait, j'ai lu différents papiers pour préparer aujourd'hui, parce que ça n'a pas l'air, mais j'ai préparé. Et en fait, j'ai lu que, heureusement qu'on a une mémoire sélective, ça nous permet de retenir que le positif. Et en fait, dans notre profession, comme dans beaucoup d'autres endroits, j'ai trouvé cette phrase extraordinaire de Christophe André qui dit « Rien n'explique mieux le bon vieux temps qu'une mauvaise mémoire ». Merci.